Si je vous propose de manger du rat, des carottes violettes ou même des salades d'algues, vous allez me dire ok, c'est pas ouf comme menu. C'est dégueulasse. Pourtant ces choses ont bel et bien été mangées par nos ancêtres. Approchez-vous mes chiasmodons, on va remonter dans le temps pour voir ce qu'on mangeait à différentes époques. Alors on commencera par l'époque actuelle, avec des innovations comme la viande végétale ou même la lutte contre le gaspillage. Puis nous verrons comment se nourrissaient nos ancêtres, et puis on va découvrir plein de recettes insolites comme l'ancêtre du ketchup ou même du kebab, mais aussi des recettes complètement oubliées ou disparues. On verra aussi les origines surprenantes de certains plats mythiques comme le couscous ou même le sandwich. Et enfin vous découvrirez ce que nos ancêtres les plus lointains mangeaient. Mais on commence d'abord avec des aliments que vous pouvez manger de nos jours. Mais avant de parler de bouffe, il faut que je vous parle aussi d'une autre petite chose. Bon, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, et ça fait maintenant 14 ans que j'ai commencé YouTube. Eh bien, j'adore me lancer de nouveaux défis. Certains ont du succès, d'autres bident, mais ça ne freine pas la créativité. Et justement, le dernier projet en date s'appelle WizFish. Et WizFish, c'est tout simplement une nouvelle chaîne YouTube de poissons féconds, mais 100% en anglais. Et là-dedans, vous pourrez retrouver du coup les Ça fait quoi de Gustave, et puis ensuite, petit à petit, des nouvelles vidéos, et tout ça dans la langue de Shakespeare. Donc voilà, c'est l'occasion de retrouver et de redécouvrir des vidéos, mais dans une autre langue. Je suis représenté sous la forme d'un avatar. Donc en vrai, si vous êtes à l'aise avec l'anglais ou que vous voulez l'apprendre, ou que peut-être vous avez des amis ou alors un copain ou une copine qui est anglais et qui ne comprend pas les vidéos en français, c'est l'occasion rêvée en fait de commencer à suivre WizFish. Là, la chaîne est vraiment au tout début, donc vraiment, on a encore tout le chemin à parcourir. C'est vraiment se relancer dans quelque chose d'autre. On verra si ça va prendre comme moi 14 ans dans le passé. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner dessus, à regarder les vidéos et puis à les recommander à des amis anglophones. Mais bon, maintenant il est temps pour nous de voir comment on mangeait avant. Alors on commence cette aventure culinaire au temps présent avec des aliments que vous connaissez tous, je pense. Même si, bon, de plus en plus, l'alimentation se renouvelle avec l'apparition de plats assez insolites. Fabriquer de la nourriture dans l'espace. Je sais pas si vous le savez, mais les astronautes, lorsqu'ils séjournent au sein de la Station Spatiale Internationale, eh bien ils bouffent pas des trucs super fun au quotidien. La plupart du temps, ils mangent des aliments réhydratables comme du riz, des flocons d'avoine ou même des ramen. Mais ils ont aussi droit à du poisson, des fruits, des légumes en conserve. Ou encore des plats surgelés avec de la viande précuite. Surtout, en fait, il y a pas mal de trucs qui sont interdits comme les chips, les sucreries, le sel, les boissons gazeuses, certains fromages et tout type d'alcool. Les miettes, ça va se mettre partout, ça bouche les conduits d'aération, ça va se mettre derrière les panneaux électriques, donc on n'aime pas trop ça. La sauce aussi, il ne faut pas que ça soit trop liquide parce que sinon ça va faire des taches partout dans la station. Et puis malheureusement, on n'a pas beaucoup de produits frais. Bon, du coup le résultat c'est que les astronautes, ils ont tendance à perdre du poids car ils ne mangent pas autant que sur Terre, étant donné que ils sont pas non plus hyper emballés par ce qu'ils vont avoir dans l'assiette, quoi. Et donc pour pallier ce problème, l'Agence spatiale européenne a mis en place un programme qui vise à pouvoir un jour fabriquer de la nourriture directement dans l'espace. Mais bon, avant que les astronautes puissent fabriquer leur nourriture eux-mêmes, eh bien l'agence a mis en place des tests en laboratoire. Et là, le principe est le suivant. Des chercheurs produisent artificiellement des protéines, des graisses, des glucides ou même des fibres. Ça donne envie, On est en TP de chimie, là. Et puis, ils combinent le tout et fouop, ça fait des plats, quoi. L'Agence spatiale européenne assure qu'à terme, elle sera capable de reproduire des plats français, chinois, indiens, etc. Et tout ça, donc, adapté à la culture et au goût de chaque astronaute. Selon eux, cette technique de production d'aliments pourrait revenir beaucoup moins cher que ce que coûte l'alimentation des astronautes actuellement. Sachant que, quand même, je le dis, pour nourrir un astronaute par jour, ça coûte aujourd'hui près de 23 000 €. Alors ça comprend l'ensemble des étapes et y compris le fait de l'envoyer dans l'espace. Mais bon, c'est quand même très très cher. La viande végétale. Alors bon, si vous êtes végétarien ou même curieux, peut-être que vous avez déjà testé de la viande végétale qu'on appelle aussi substitut de viande. Sachant que cette viande est fabriquée à base de protéines végétales qui sont extraites principalement à partir du soja, du blé ou même de pois. Et là, pour obtenir cette texture de viande, on va mélanger les végétaux pour en faire une sorte de pâte. Puis on va la compresser, on va la déchiqueter, l'allonger pour obtenir une structure fibreuse constituée de plein de petits filaments. Et puis on mélange le tout alors avec des huiles, des arômes, des colorants pour imiter le goût et l'aspect de la viande. Alors ce procédé de fabrication, il a été popularisé dans les années 2010 par l'entreprise américaine Beyond Meat. Le milliardaire Bill Gates, qui avait donc créé Microsoft, il avait été bluffé par leur version végétale du poulet. Et il a fondu en larmes sur le poulet, il pleurait quasiment, il mangeait le poulet, il avait plus de force, il disait c'est quoi ce poulet, c'est quoi? Si bien qu'il était devenu actionnaire de l'entreprise. Mais en France, faut quand même dire que les bouchers et les charcutiers, ils étaient un peu moins emballés que le petit Bilou. Et donc, ici, on a essayé de faire interdire l'appellation steak ou même escalope pour qualifier tous ces substituts de viande. Il n'empêche, Beyond Meat a
a ouvert la porte à pas mal d'autres marques qui se sont lancées dans le business de la viande végétale. Et on en retrouve maintenant dans plein de supermarchés. D'ailleurs, au niveau diététique, les spécialistes s'accordent à dire que c'est plutôt meilleur quand même que la viande rouge pour la santé. Car c'est quand même assez riche en fibres et c'est pas cancérogène contrairement à la viande naturelle où c'est souvent le cas quoi. Ne me demandez pas pourquoi je suis végane. Demandez-vous pourquoi vous ne l'êtes pas. Les légumes moches. Bon, si je vous montre ces légumes, ça vous donne peut-être pas hyper envie de les manger. Mais ça, c'est parce que vous êtes conditionné par la grande distribution qui a toujours vendu des légumes qui sont hyper calibrés, quoi. On dirait des clones. Et en gros, c'est que les supermarchés, ils sélectionnent uniquement les fruits et les légumes avec des formes identiques et zéro défaut. Et pour vendre leurs légumes et leurs fruits au supermarché, eh bien les producteurs, eux, ils sont obligés de trier et donc parfois de jeter tous ceux qui sont considérés comme moches, quoi. Alors c'est un peu triste, mais pourtant ces fruits et ces légumes-là sont tout aussi frais et sains que les autres. C'est juste qu'ils n'ont pas la bonne gueule, quoi. Et t'as une sale gueule, rigole, c'est la vie, attends, faut s'accepter comme on est. Mais bon, heureusement de nos jours, eh bien certaines startups françaises ont fait le choix de donner une seconde vie à ces légumes moches. En tout cas, c'est le cas d'une boîte lyonnaise du nom de Atypique. Elle a été cofondée par un jeune maraîcher d'Ardèche qui en avait marre de voir les légumes produits par sa famille être gaspillés car jugés trop moches. Et là, l'idée de cette startup, c'était de devenir un grossiste de fruits et légumes 100% anti-gaspillage. Et donc ça permet aux producteurs de valoriser une plus grande partie de leur production. Après, ces produits sont ensuite revendus à des restaurateurs, des traiteurs, des épiceries qui peuvent les revendre à leur tour à leurs clients, même s'ils seront moins chers parce qu'ils sont quand même moches, quoi. Une pizza de 1300 mètres carrés. Au-delà du gaspillage alimentaire, notre société, elle est aussi marquée par une surconsommation de bouffe. Ça, je pense que vous le savez. Je précise, la société occidentale. Et d'ailleurs, l'un des symboles de ces excès, c'est peut-être ce record du monde de la plus grande pizza qui a été battue en 2023. Parce que la pizza mesurait 1300 mètres carrés. Alors pour vous donner une comparaison, c'est 4 fois un terrain de tennis. Donc c'est quand même une putain de pizza. Et cet événement, il a été organisé par la marque Pizza Hut. D'ailleurs, en 2016, l'Italie avait battu le record de la plus longue pizza du monde puisqu'elle avait une longueur de 1,85 km. Mais bon, pour en revenir à notre record de 2023, là, pour fabriquer cette pizza géante, il a fallu 10 employés de Pizza Hut pour étaler les couches de pâte, puis la sauce tomate et les garnitures. Et ça leur a pris 2 jours pour tout faire. Là, au niveau des ingrédients, 245 litres de sauce tomate, 4000 kg de fromage et 6000 kg de pâtes. Pizza Hut a assuré avoir distribué près de 68 000 parts de pizza à des banques alimentaires. La pâte à tartiner El Morgen. Bon, on reste dans les dingueries avec la folie collective qui s'est emparée de la France en 2024 autour de la pâte à tartiner El Morgen. Tout était parti d'une trend sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok durant cet été-là. Je goûte la pâte à tartiner qui fait le buzz de partout en ce moment. J'ai trouvé votre pâte à tartiner, 10 balles, 10 euros. Bonjour à tous, voilà 3 tartares tartinés. Là, de nombreux influenceurs se filmaient en train de goûter cette pâte à tartiner qui aurait le goût de la crème à l'intérieur des Kinder Bueno. On va tester la pâte à tartiner El Morgen, la meilleure au monde. Je teste la pâte à tartiner qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, El Morgen. Enfin un rêve qui devient réalité, c'est en rupture de stock mondial. Et à chaque dégustation, ils étaient un peu choqués tellement c'était délicieux. J'en mets toujours 3 couches sur mes tartines quand j'en mange. Tout le monde a voulu tester et s'est rué alors dans les rares commerces qui en vendaient. Sauf que très vite, elle a été victime de son succès et il y a eu une rupture de stock. Mais le problème, c'est que la société algérienne C'est Bon, qui produit la pâte El Morgen, elle a dû arrêter l'exportation vers la France dès l'automne de cette année. Car apparemment, la marque ne respectait pas certaines règles sanitaires européennes. Et là, en fait, c'est tout un trafic plus ou moins illicite de pâte à tartiner El Morgen qui s'est organisé. Ce qui fait que certains pots se revendaient sous le manteau à plus de 30 balles. D'ailleurs, même le rappeur Booba avait demandé à ses 6 millions de followers qui a un plan pour se procurer de la pâte à tartiner El Morgen. Même des douaniers de Marseille ont intercepté un conteneur avec près de 15 000 pots interdits à la vente. Et en parallèle, une entreprise normande s'est inspirée de El Morgen pour créer sa propre pâte à tartiner nommée Crema Bueno. La folie du bubble tea. Bon, ça vous a pas échappé, partout où vous allez en ville, vous trouvez des vendeurs de bubble tea. C'est du thé, parfois du lait, mélangé avec des sirops aromatisés, et puis des boules de tapioca à la texture gélatineuse. Bon. Le bubble tea, faut le dire, il a été inventé dans les années 1980 par des salons de thé à Taïwan. Mais récemment, il y a une véritable hype autour de la boisson. Même si dans un premier temps, cette boisson, elle s'est diffusée discrètement auprès des jeunes amateurs de culture asiatique. Mais le bubble tea, il a vraiment percé en Europe quand les producteurs se sont mis à inventer des perles d'alginate. En gros, c'est de la gelée d'algues avec des sirops de fruits à l'intérieur. Là, l'idée, c'était vraiment de séduire les jeunes avec des parfums de bonbons ou même des goûts hyper variés et pas que du tapioca. Sachant qu'aujourd'hui,
Aujourd'hui, le marché mondial du bubble tea pèse environ 2,8 milliards de dollars. Et s'il y en a bien un qui profite à fond de cette hype, déjà c'est lui, oui lui il profite, mais c'est surtout la chaîne chinoise Mixue. Alors Mixue, eux, ils sont spécialisés dans la glace et les bubble tea. Ce qui est assez fou, c'est qu'elle a récemment dépassé Starbucks et McDonald's en nombre de magasins ouverts, avec 45 000, qui sont principalement quand même en Chine et en Asie. Mais s'il y en a bien certains qui kiffent pas les bubble tea, c'est bien les nutritionnistes. Alors d'un côté, le bubble tea nature, ça permet une bonne hydratation et le thé possède des antioxydants. Mais le problème, c'est que 50 centilitres de bubble tea sucré, ça contient 92 grammes de sucre. C'est comme si vous buviez 3 canettes de coca de 33 centilitres. Essayez d'en prendre avec modération et avec le moins de sucre possible. Et bien voilà, pour le moment, on a dégusté des plats que vous connaissez en guise d'entrée, mais on va maintenant passer à l'étape suivante avec des choses qui ont disparu, et parfois j'ai envie de dire heureusement. Alors, nous voilà dans une époque que les plus âgés d'entre vous ont peut-être connue. Ronald McDonald. Est-ce que vous vous souvenez de Ronald McDonald? Je parle pas du McDo, je parle de Ronald. Alors vous savez, c'est ce clown là hyper connu quand même, qui était l'égérie quand même de McDo pendant des années et des années. Sachant que ce personnage, il avait été inventé dans les années 1960 par un McDo de Washington. Et en fait, le géant du fast-food voulait organiser un spectacle de clown pour attirer les familles et les enfants dans son restaurant. Et du coup, il avait embauché l'acteur Willard Scott pour jouer le rôle du clown nommé Bozo. Ça commence à me faire un peu peur tout ça. En vrai, ça avait quand même bien marché. À l'époque, il n'y avait pas les clowns durs et compagnie. Et du coup, McDo avait décidé d'embaucher Willard pour incarner un clown nommé Ronald dans ses publicités télévisées. Et petit à petit, le personnage de Ronald est apparu sur les emballages Happy Meal, qui sont donc les menus pour enfants. Et là, tous les créatifs de McDo ont alors créé un univers de personnages qui gravitent autour de Ronald, comme Hamburglar, Birdie ou même Grimace. Et puis on les retrouve ensuite dans pas mal de publicités sous forme de bandes dessinées, même de dessins animés dans les années 80-90 quoi. Pourquoi ne pas utiliser la magie ? Alors une petite balade en ballon ? Là, avec le recul, avec les décennies du coup qui sont passées, moi ça me donne un petit frisson dans le dos quoi. En tout cas, Ronald McDonald sera tellement connu aux États-Unis que 96% des enfants connaissent son visage autant que le Père Noël. Sauf que dans les années 2010, McDo souffre d'une baisse de fréquentation car la marque est devenue un petit peu un symbole trop important de malbouffe. Et là, notre cher Ronald, il est accusé par ses détracteurs de rendre la fast-food un petit peu trop cool, on va dire, auprès des enfants. Et donc à favoriser l'obésité des plus jeunes quoi. Là, McDo décide donc de se séparer de sa mascotte et Ronald est progressivement remplacé par des boîtes de Happy Meal animées avec des bras et des jambes. Peut-être qu'un jour on trouvera ça hyper glauque aussi, je sais pas. La vache folle. Dans les années 90, manger du bœuf, c'était hyper risqué. Parce qu'en effet, à cette époque, au Royaume-Uni, une crise sanitaire majeure a frappé l'élevage bovin. C'était vraiment une cata. Parce qu'une maladie mortelle nommée ESB a touché près de 190 000 vaches. Et cette maladie, elle était neurodégénérative. Le cerveau des vaches et leur moelle épinière ne fonctionnaient plus correctement. Là, les vaches se mettaient alors à vaciller sur leurs pattes, elles trébuchaient et puis elles tombaient par terre. Et c'est pour ça, du coup, que cette maladie fut surnommée la maladie de la vache folle. Le problème, c'est que cette maladie, c'est là où c'est embêtant, elle se transmettait à l'homme sous la forme d'une maladie nommée Creutzfeldt-Jakob. Et il n'existait aucun traitement pour cette maladie qui était aussi mortelle chez nous. Ce qui fait qu'en tout, elle a fait 180 morts en Grande-Bretagne et 26 en France. Alors, ça peut paraître peu, surtout par rapport au nombre de vaches, mais ce qui fait que tout le monde s'est mis à psychoter et avait peur de finir comme les vaches folles. À cause de ça, des milliers de troupeaux de vaches britanniques ont été abattus et l'importation de viande bovine provenant d'Angleterre a été stoppée dans pas mal de pays. Et même d'ailleurs, après ces mesures drastiques, la consommation de viande de bœuf a chuté fortement au point que toute la filière était en crise quoi. Mais à l'époque, ça a aussi provoqué un scandale autour des farines animales. En gros, les farines animales, ce sont des restes d'animaux qu'on récupère après l'abattage pour fabriquer des poudres pour nourrir d'autres animaux. Ça ressemble un petit peu à un film un peu catastrophe, mais c'est la réalité. Sauf que le problème, c'est que des vaches infectées par l'ESB l'avaient notamment été par le biais de farines animales. Et là, à la suite du scandale, les farines animales ont donc été interdites pendant 15 ans en Union européenne. Gorbatchev et Pizza Hut. Bon, vous le savez, l'URSS, c'était l'union de toutes les républiques soviétiques autour de la Russie
communiste depuis 1922. Et du coup, l'URSS s'est opposé aux États-Unis dans ce qu'on appelait la guerre froide, où ils se foutaient sur la gueule, mais pas vraiment, pas en face à face quoi. C'était des petits coups bas tout le temps. En fait, chacun de ces deux blocs essayait de dominer le monde dans le domaine économique, militaire ou même l'exploration de l'espace. Sauf que des crises internes ont fini par précipiter la chute de l'URSS qui a juste littéralement implosé en 1991. Et il se trouve qu'à l'époque, à la tête de l'URSS, on trouve un certain Mikhaïl Gorbatchev. Et lui, en fait, il est connu pour avoir essayé de calmer le jeu avec les États-Unis, notamment en signant des accords sur la limitation des armes nucléaires. Sauf qu'en Russie, Gorbatchev, il est pas mal décrié. On l'a accusé d'avoir trahi les idéaux communistes ou même plongé le pays dans une grande crise politique et économique. Grâce ou à cause de Gorbatchev, en fait, la Russie s'est ouverte sur l'international et pas mal d'entreprises américaines se sont installées là-bas. Et ça va assez loin puisque alors que Gorbatchev était à la retraite, il va même tourner une publicité pour Pizza Hut et c'était en 1998. Et dans la pub, on le voit entrer dans un restaurant Pizza Hut et là, en le voyant, une famille se met à débattre de son bilan. Là, le père de la famille se montre super critique, tandis que son fils, lui, il défend l'ancien président. Et là, alors que le père et le fils se disputent, la mère conclut le débat en disant « Mais enfin, grâce à lui, on a Pizza Hut !» Ça n'a aucun sens. Et là, ils se mettent tous à saluer chaleureusement Gorbatchev. Alors là, la publicité, ça a été un succès aux États-Unis, là où est né Pizza Hut. Par contre, elle a été rapidement interdite en Russie. C'était pas possible. Le village Bamboula. Alors pour celui-là, je vous préviens tout de suite, on est sur un gros scandale de racisme qui est lié à une simple marque de biscuits. Et tout commence en 1985 quand la biscuiterie Saint-Michel décide d'inventer un biscuit pour lutter contre la concurrence des Princes de Lu ou même des granolas. C'était vraiment, c'est leur guerre quoi. Et du coup là, Saint-Michel décide alors de vendre un biscuit au chocolat sous le nom de Bamboula. Les aventures de Bamboula. Bonjour, je m'appelle Bamboula. J'ai donné mon nom à un délicieux biscuit au cacao. En fait, pour incarner la marque, ils choisissent un petit Africain vêtu d'une peau de panthère façon Tarzan. Alors bon, au départ, faut le savoir, mais le mot Bamboula, ça désigne une danse haïtienne traditionnelle. Sauf que pendant la Première Guerre mondiale, il sera utilisé de manière assez méprisante pour qualifier les tirailleurs sénégalais. Et le personnage qui incarne alors Bamboula est la caricature d'un Africain considéré comme un sauvage. Mais apparemment, faut croire que du côté de la marque de biscuits Saint-Michel, c'était complètement ok. Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes. Mais pire que ça, en fait, les dirigeants de Saint-Michel vont avoir l'idée de s'associer avec un parc qui propose des safaris africains en Loire-Atlantique. Et renommer tout ça le village de Bamboula. Bamboula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Non. Ils vont aller jusqu'à recréer un village ivoirien traditionnel au sein du parc. Et ils feront venir alors des familles d'artisans et de musiciens ivoiriens pour y habiter. Sauf que ces familles seront logées dans une ferme avec des matelas à même le sol et leurs passeports seront confisqués pour ne pas qu'ils quittent le parc. On va alors les payer très peu et ce sont alors les vétérinaires du parc qui leur serviront de médecins. Bon, du coup, en résumé, en fait, le village Bamboula était une sorte de version moderne des zoos humains du 19e siècle, lors des expositions universelles. À l'époque, au 19e siècle, on pouvait aller voir en fait des gens d'autres tribus enfermés dans des cages comme des animaux ou exposés comme des bêtes de foire. Mais bon, heureusement, en fait, rapidement, des associations antiracistes vont finir par faire fermer le village Bamboula et d'ailleurs, ce scandale va entraîner purement et simplement la fin de la marque de biscuits. Monsieur Malabar. Là, si vous devez me citer une marque de chewing-gum de votre enfance, je pense que vous allez me répondre Malabar. Super amusant, Malabar, super Malabar. Malabar, c'est gros, c'est super gros. Sachant que ce chewing-gum, il a été inventé en 1958 par l'entreprise française de bonbons Créma. Bon, au départ, il n'y a qu'un seul parfum, multifruits, et petit à petit, dans les années 70 à 80, de nouveaux goûts apparaissent comme la menthe, la fraise ou même les fameux bigous. Mais en 69 apparaît sur l'emballage un personnage mythique, Monsieur Malabar. En fait, c'est un jeune homme blond, musclé, avec un t-shirt jaune. Là, il devient la mascotte de la marque et des petites bandes dessinées racontent ses aventures dans l'emballage de chaque chewing-gum. Là, il change de look au fil du temps jusqu'à sa forme finale que vous connaissez, donc celle-là. Et en parallèle des aventures de Monsieur Malabar, on commence aussi à trouver des tatouages éphémères à coller sur la peau dans les emballages de Malabar. Je mets tous les tatous Malabar sur Ricardo. Bon, en tout cas, en 2011, c'est le drame. Monsieur Malabar se fait virer des emballages Malabar après 42 ans de bons et loyaux services. Et là, la mascotte est remplacée par un chat déluré avec une cravate nommée Mabule. Selon la marque, Monsieur Malabar était devenu un peu ringard et moins adapté aux jeunes enfants de la nouvelle génération. Bon, en tout cas, voilà pour ce qui est des choses qu'on a vu disparaître ces dernières décennies. Mais maintenant, on va découvrir des aliments tels qu'on les mangeait autrefois. Le roi des cuisiniers.
Vivant à Lyon, si on me demande quel est le plus grand cuisinier de tous les temps, je réponds forcément Paul Bocuse. Mais bon, avant lui, le grand boss du game de la cuisine, c'était un certain Auguste Escoffier. Et en fait, c'est lui qui a vraiment modernisé le métier de cuisinier entre la fin du 19e siècle et le début du 20e en France. C'est à lui qu'on doit la fameuse toque que portent les chefs, mais aussi l'organisation en brigade et même la séparation des spécialités dans les cuisines. En gros, il y en a un qui va faire les sauces, l'autre les entrées, l'autre qui cuit la viande, etc. Et ça peut paraître un peu fou, mais il a interdit de boire de l'alcool et de fumer en cuisine. Et là, on se dit, what the fuck, à quel moment ça a eu lieu? Avant lui, quoi. Et d'ailleurs, s'il est tellement connu, c'est qu'il a très vite collaboré avec César Ritz, qui a donné ensuite son nom au célèbre hôtel de luxe Ritz. Auguste Escoffier devient alors le chef de restaurant prestigieux des hôtels Ritz et il va fréquenter alors l'aristocratie européenne. Par exemple, il a accueilli un jour dans son restaurant de Monte-Carlo le futur roi d'Angleterre, Édouard VII. Et ce jour-là, son commis, un certain Henri Charpentier, aurait par erreur fait flamber une crêpe recouverte de sauce au beurre, mais aussi de jus d'orange et de liqueur. Sauf que là, notre futur roi aurait alors tellement kiffé qu'il a dit à Escoffier de garder cette recette et de la dédier à une de ses convives de sa table qui s'appelait Suzette. Et c'est alors là qu'est née la fameuse crêpe Suzette. Mais Escoffier a également inventé la fameuse pêche Melba en hommage à la cantatrice australienne Nellie Melba. Bref, tous ces plats qu'il a inventés, Escoffier les a mis dans un livre intitulé Guide culinaire qui est devenu une sorte de bible pour les grands cuisiniers. Et il a fini alors par être surnommé, au bout d'un moment, le roi des cuisiniers et cuisinier des rois. L'inventeur des sushis. Alors bon, c'est quand même un peu difficile de déterminer l'origine des sushis. Mais bon, il s'agirait au départ d'un plat qui a été importé au Japon depuis la Chine et où le poisson était salé puis emballé dans du riz fermenté pour une meilleure conservation. Et par la suite, à Tokyo, au 19e siècle, les Japonais vont se mettre à vouloir manger le riz et le poisson en même temps. Mais à ce moment-là, la ville, Tokyo, du coup, est en pleine croissance industrielle et le rythme de vie est accéléré. Et là, les Japonais veulent manger vite et bien. Des restaurants vont alors se spécialiser dans des plats de poisson fermentés mélangé avec du riz vinaigré. Ce qui se dit sushi en japonais. Riz vinaigré, c'est sushi, quoi. Et c'est du coup dans ce contexte qu'un certain Anaya Yohei va moderniser la recette des sushis en inventant le nigiri sushi. Parce qu'en fait, il avait réalisé que la fermentation du poisson, ça prenait du temps. Et du coup, il a alors décidé d'utiliser plutôt des tranches de poisson frais, marinés ou légèrement cuits. Puis il s'est mis à fabriquer à la main des petites boules de riz vinaigré pour y déposer des tranches de poisson dessus. Et ça, c'est alors la naissance du sushi contemporain que vous connaissez tous. Et comme en fait sa recette elle est très rapide à faire, elle va inspirer les vendeurs de rue qui vont alors se mettre à en fabriquer en masse. Et ainsi le nigiri sushi devient un plat super populaire et devient progressivement un symbole de la cuisine japonaise. La guerre des frites. Cette anecdote risque peut-être de créer un conflit politique entre les Belges et les Français dans les commentaires, je sais pas. Parce que là on va parler d'un sujet sensible. Qui a inventé les frites? Des frites! Des frites! Alors comme vous le savez, en Belgique, les frites, c'est juste le plat national. Et selon les historiens belges, la frite tient son origine de la ville belge de Namur au XVIIe siècle. En fait, à cette époque, les pauvres avaient l'habitude de pêcher des petits poissons pour les faire frire. Et en parallèle, le français Parmentier avait popularisé en Europe la culture de la pomme de terre venue d'Amérique. Et du coup, quand l'hiver est rude et que les rivières gèlent, impossible de pêcher des poissons. Et là, les Belges a découpé alors des morceaux de pommes de terre à la place pour les faire frire. C'était un peu le même procédé, on remplaçait le poisson par les patates, voilà. Mais ça c'est leur version à eux. Parce que du côté des historiens français, on estime que c'est plutôt du côté du 19e siècle à Paris qu'il faut se tourner pour trouver l'origine de la frite. Là, des marchands ambulants avaient en effet pris l'habitude de faire frire des morceaux de pommes de terre, notamment au niveau du Pont Neuf à Paris. C'était devenu alors un plat très populaire, au point qu'il aurait été par la suite exporté en Belgique. Et d'ailleurs, même le président et inventeur américain Thomas Jefferson leur a donné leur nom anglais de French fries, pour désigner les pommes de terre frites que lui faisait son cuisinier français. Sauf que en réalité, si on veut couper la poire en deux, faut quand même rappeler que c'est peut-être ni les Français ni les Belges qui ont inventé les frites. Parce que bien avant eux, en 1629, un soldat espagnol du nom de Francisco Núñez de Pineda a été fait prisonnier par des tribus Mapuche au Chili. Et là, dans ses mémoires, il raconte qu'on lui a servi des pommes de terre frites à manger. En vrai, quand on sait que la pomme de terre, avant d'être en Europe, elle était cultivée en Amérique du Sud par les autochtones depuis près de 8000 ans. Et du coup, à un moment, ils ont sûrement déjà fait cuire cette dernière sous forme de frites, et ça, des siècles, voire même des millénaires avant les Européens. Un triste festin exotique. Bon,
Nous partons maintenant pour l'année 1870 à Paris, en plein cœur de la guerre entre la France et la Prusse. Et à l'époque, notre capitale, Paris, est assiégée par les Prussiens. Elle se retrouve alors complètement coupée du reste du pays. Sauf qu'avec l'arrivée de l'hiver, la nourriture commence à manquer et la famine, à Paris, menace les plus pauvres. Là, les Parisiens, pour ne pas mourir de faim, doivent alors bouffer tout ce qu'ils trouvent. Ils vont alors pêcher des poissons, de la Seine, mais parfois ils vont aussi manger des chats ou même des chiens, voire même des rats qui passent par là. Mais ça va aller loin parce qu'on va faire abattre jusqu'à 70 000 chevaux que compte Paris pour les bouffer. Mais à l'approche de Noël, certains grands restaurants vont aller encore plus loin. Parce que, accrochez-vous, l'ensemble des animaux du parc zoologique du Jardin des Plantes va passer à la casserole. Du coup, on va alors trouver dans le menu du réveillon la présence de viande de singe, d'ours, de loup, de chameau et même de kangourou. Et d'ailleurs, même 2 éléphants célèbres pour l'époque, Castor et Pollux, sont abattus et vendus en plusieurs morceaux à plusieurs boucheries. Et on pourra alors bouffer de la viande d'éléphant. Les origines du kebab. Bon, en vrai, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un bon kebab en sortie de boîte à 2h du mat quand même? Merci beaucoup. Sauf que, est-ce que vous saviez que le kebab, il a été inventé il y a plus de 200 ans? Et à la base, le mot kebab, ça vient du turc et ça signifie grillade ou même viande grillée. Et d'ailleurs, le fait de faire une sorte de tour de viande qui tourne sur une broche, eh bien ça s'appelle le doner. D'où le fait que souvent c'est marqué doner kebab sur les devantures des restos. Et d'ailleurs, ce mode de cuisson à la broche, verticale, eh bien ça s'est répandu dans l'Empire ottoman au 19e siècle. Parce que à l'époque, 2 restaurateurs du nom de Hamdi Usta et Iskender Effendi vont se mettre à vendre de la viande de kebab nappée de sauce tomate et de beurre au lait de brebis. Et voici la photo la plus ancienne d'un kebab qui aurait été prise par l'anglais James Robertson dans les années 1850. Bon, là j'avoue, du coup c'était pas la même ambiance. Je pense pas que les mecs ils tapent les chefs et ils disaient salade tomate oignon quoi. Salade tomate oignon patron. Faut en réalité quand même attendre plus de 100 ans pour que le kebab que vous connaissez fasse son apparition en Allemagne. Ça prend du temps. Et dans les années 1960 à 70, de nombreux immigrés turcs sont venus vivre en Allemagne. Et parmi eux, se trouve un certain Kadir Nurman, qui, en 1972, a ouvert un restaurant à Berlin, en vendant des pains plats fourrés à la viande de doner. Et ça, ce sera la naissance du sandwich kebab moderne. Le comte de Sandwich. Faut à tout prix que je vous parle d'un certain John Montagu, qui est un diplomate et amiral anglais du XVIIIe siècle. Et lui, ça va paraître bizarre, mais il portait le titre de noblesse de comte de Sandwich. Alors Sandwich, en fait, c'est une ville de la région du Kent au Royaume-Uni. Et d'ailleurs, le célèbre navigateur James Cook a nommé un archipel en son honneur, les îles Sandwich du Sud, entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique. Mais si je vous parle de ce gars-là, en fait, c'est parce que, vous vous en doutez, il y a un lien avec les sandwichs. Parce que la légende veut que notre cher John, donc comte de Sandwich, était un grand amateur de jeux de cartes. Et un jour, alors qu'il faisait une partie de cartes intense, il aurait refusé de quitter la table de jeu pour dîner. Et là, c'est alors que l'un de ses serviteurs lui aurait apporté de simples tranches de pain avec des morceaux de viande froide et du fromage. Et là, ce fut alors une révélation pour lui. Il avait trouvé le repas parfait qui lui permettrait de manger rapidement tout en jouant aux cartes sans avoir besoin de bouger pour se laver les mains. Bon, après, cette anecdote, elle est restée dans l'histoire et on a donné à ce plat le nom de sandwich. C'est pas le seul qui a eu l'idée de bouffer du pain avec de la viande et compagnie. Mais manifestement, l'histoire a surtout retenu son nom. Voilà pour ce qui est de l'alimentation d'autrefois. Mais on va remonter encore plus loin dans le temps pour découvrir des choses totalement oubliées. Parmentier et la pomme de terre. Alors que ce soit sous forme de frites, de purée ou même cuite au four, tout le monde mange de la pomme de terre de nos jours. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, en Europe, ce sont les conquistadors qui, au XVIe siècle, ont ramené les pommes de terre qu'ils ont découvertes auprès des tribus amérindiennes d'Amérique du Sud. J'en avais parlé juste avant. Sauf qu'à l'époque, on ne savait pas trop comment la cuisiner et manger de la patate, ça pouvait être dangereux. Parce qu'en effet, la pomme de terre, elle contient une molécule dangereuse appelée solanine, qui peut affecter le système digestif et même le système nerveux. Et cette molécule, elle peut causer des intoxications si on mange des pommes de terre qui ne sont pas mûres, qui sont germées ou même qui sont crues. Et du coup, l'Église, elle a eu la bonne idée pendant longtemps de considérer la pomme de terre comme un aliment impur, une œuvre du diable, littéralement parlant quoi. C'est bon pour les cochons. Et il faudra alors attendre que 2 frères
Jean et Gaspard Bauhin se mettent réellement à en cultiver autour de la ville de Montbéliard pour que les gens de la région se mettent alors à en consommer. Mais le nom qu'on associe souvent à la diffusion de la pomme de terre en France, c'est souvent celui d'Antoine Parmentier à la fin du XVIIIe siècle. Et lui, à la base, c'est pas un gars qui fait à bouffer. Non, c'est un pharmacien et c'est un agronome qui a fait la promotion de la pomme de terre, notamment après la Grande Famine de 1785. D'ailleurs, il avait même donné son nom à un fameux plat à base de patates, le hachis parmentier. Par contre, faut préciser que si son nom est resté dans la postérité, eh bien d'autres en avaient fait la promotion bien avant lui. Et en réalité, ce sont plus les famines successives qui auraient poussé progressivement les paysans à adopter la pomme de terre, même si c'était l'œuvre du diable, à un moment fallait manger. Parce qu'en effet, c'est bête, mais la pomme de terre, c'était plus facile à cultiver et à conserver que d'autres légumes. Donc ça lui a donné un petit avantage avec le temps. Le couscous au Moyen-Âge. Pour l'ensemble des plats traditionnels et même populaires, c'est parfois dur de trouver une origine précise. Et le couscous, il n'échappe pas à la règle. D'ailleurs, le mot provient des Berbères, qui est un peuple autochtone d'Afrique du Nord et même de la région du Sahara et du Maghreb. Et en berbère, le terme kesksoue, puis en arabe couscousou, fait référence à l'action de rouler, arrondir des graines de semoule. D'ailleurs, certains disent que le mot rappelle le bruit des grains de semoule frottés entre les mains. Couscous, couscous. Peut-être pas obligé de tout mettre, mais bon. Oui, là, c'est gênant. Hein. Alors bon, la semoule en soi, ça date de l'Antiquité, c'est un plat super ancien. Mais le couscous, lui, à proprement parler, il semblerait qu'il soit véritablement apparu au cours du Moyen-Âge. Et plus précisément, on retrouve les premières recettes de couscous dans des ouvrages du XIIe et XIIIe siècle. Et parmi ces ouvrages, on trouve le bouquin Les délices de la table, et dont l'auteur est Ibn Razin al-Tujibi, qui était un poète et gastronome de la région d'Andalousie en Espagne, mais quand elle était sous domination musulmane. Et dans son livre, on retrouve une recette principale de couscous et 8 variations. La recette consiste en 3 étapes. Préparer les grains de semoule, faire cuire un bouillon avec des morceaux de viande de bœuf et des légumes comme des navets, des carottes, des aubergines, puis déposer le tout sur la semoule en ajoutant de la cannelle, du poivre ou même du gingembre. Après, à savoir si ce plat a été inventé au Maroc ou en Algérie, certaines sources disent qu'on retrouve des traces un peu partout en Afrique du Nord. Et ce, bien avant que ces deux pays ne possèdent leurs frontières actuelles. L'origine du ketchup. S'il y a bien un condiment emblématique de la street food américaine, c'est bien le ketchup. Ketchup, il est où le ketchup? Passe-moi le ketchup. Il est devant toi, banane. Et la marque américaine Heinz domine largement le marché mondial du ketchup. Et pourtant, le ketchup, c'est pas du tout américain, mais chinois. Parce qu'au 18e, ce sont les navigateurs anglais qui ont pu tester l'ancêtre du ketchup en voyageant en Chine. Et là-bas, les navigateurs anglais découvrent une sauce fabriquée avec du poisson appelé en chinois Kue Shiap. Et pour fabriquer cette sauce, on laisse macérer du poisson dans de la saumure, une sorte de mélange donc d'eau avec beaucoup de sel. Puis on y ajoute du soja. Et du coup là, les marins britanniques ils vont tellement kiffer cette sauce qu'ils vont la ramener en Angleterre sous le nom de ketchup. Sauf que son goût un peu fort, ça plaît pas à tout le monde. Et des gens vont se mettre alors à y ajouter des fruits, des champignons ou même des échalotes. Ça n'a rien à voir avec le ketchup, on est d'accord, mais on y vient. Et c'est qu'une fois importé aux États-Unis que là, on va remplacer le poisson par de la tomate qui est plus facile à produire. Et pour la rendre encore plus savoureuse, eh bien les Américains vont faire un truc qu'ils aiment bien faire partout, y mettre du sucre. Bref, de nos jours, la sauce ketchup, elle est composée de 80% de tomates et de vinaigre, de sucre, de sel et d'épices. Pas grand chose à voir avec son ancêtre chinoise. Le chocolat des Mayas et des Aztèques. Alors bon, l'histoire du chocolat se perd dans des temps lointains de l'histoire de l'Amérique du Sud. En fait, on retrouve des traces de l'utilisation des graines de cacaoyer, qu'on appelle les fèves, dans des poteries du peuple Olmec qui datent de l'Antiquité. Et les Olmecs, c'est un peuple autochtone qui vivait vers 1800 avant JC au niveau du Mexique. Sauf que ce sont vraiment les Mayas qui vont utiliser les fèves de cacao et des épices pour fabriquer une boisson dédiée au dieu Exua. Et à l'époque, les graines de cacao étaient utilisées comme monnaie et les marchands avaient coutume de prier chaque soir Exua, donc de les ramener chez eux sains et saufs. Et de plus, le breuvage fabriqué à partir des fèves de cacao était censé guérir de nombreuses maladies. Et du coup, comme les Mayas, les Aztèques, ils vouaient aussi un culte au cacaoyer. Et ils fabriquaient alors une boisson à base de cacao appelée Xocoalt, qui signifie eau amère. Parce qu'en réalité, c'est de ce mot-là qu'est originaire le mot chocolaté, qui a été inventé ensuite par les conquistadors espagnols qui l'ont rapporté en Europe. Et ensuite, en français, c'est devenu chocolat, bien
bien sûr. Sauf que le problème, c'est qu'au début, c'est pas gagné, mais du tout, parce que quand le chocolat est arrivé en Europe, les gens trouvaient cette boisson bien trop amère et épicée. Et au début, c'était pas du tout tel qu'on l'imagine. En fait, on mélangeait le chocolat avec de l'eau, donc c'était quand même assez insipide et amer, donc ça avait vraiment pas grand intérêt. Et c'est ainsi que la noblesse européenne va se mettre à consommer le chocolat, mais chaud, sucré et souvent mélangé avec du lait, tout en remplaçant les épices par de la vanille. Et là, par contre, c'est un autre level, quoi. Sauf que faudra attendre le 19e siècle pour qu'apparaissent les premières chocolateries. Le chocolat sera longtemps considéré comme un produit de luxe. Les carottes hollandaises. Bon, si je vous dis carotte, là, vous allez peut-être penser à un légume orange ou même à Bugs Bunny. Sauf qu'en vrai, la carotte orange, c'est une pure invention humaine. Parce que les premières carottes cultivées à être mangées sont apparues apparemment autour du 10e siècle en Asie centrale. Et à l'époque, ces carottes-là, elles n'étaient pas oranges, pas du tout. Elles étaient plutôt violettes, jaunes ou même blanches. Et là, on se dit, mais comment elles sont devenues oranges alors? Eh bien, en fait, les carottes oranges, elles viennent des Pays-Bas. Et elles sont apparues durant la Renaissance. Parce qu'au départ, là-bas, comme dans le reste de l'Europe d'ailleurs, on préfère les carottes jaunes qui sont un peu plus goûteuses. Mais les horticulteurs hollandais faisaient pas mal d'expériences pour augmenter la taille et la qualité des carottes. Et en créant des hybrides entre la carotte jaune et une variété rouge venue de Syrie, eh bien, quand vous mélangez le jaune et le rouge, ça fait de l'orange. Voilà, c'est devenu les carottes oranges. Parce qu'en réalité, cette dernière était un petit peu plus sucrée que les autres. Ça la rendait très appréciée. C'est d'ailleurs pour ça qu'en vrai, la carotte, on peut aussi du coup la mettre dans des plats un peu sucrés parce que du coup, c'est un légume quand même assez sucré. Là, les agriculteurs de l'époque se sont mis plutôt alors à cultiver la carotte orange et petit à petit, elle a fini par s'imposer. Et d'ailleurs, au passage, cette histoire a donné naissance à une légende hollandaise parce que certains pensaient que les carottes oranges avaient spécialement été créées pour rendre hommage à la famille royale des Pays-Bas. Parce qu'il faut savoir, mais la couleur orange, c'est la couleur nationale des Pays-Bas. Et tout ça, c'était en hommage à Guillaume d'Orange-Nassau. Et ce mec-là, c'est un prince qui a permis l'indépendance du pays face à la domination espagnole. Et il se trouve que le drapeau du prince, eh bien, il possédait la couleur orange. Bon, ça c'est la légende, parce qu'en vrai, les carottes oranges, elles étaient juste meilleures. Même si ça arrangeait quand même, j'imagine, les Hollandais. À présent, pour notre dernière étape, je vous propose de remonter encore plus loin dans le temps jusqu'aux origines lointaines de l'alimentation, là où tout a commencé. L'épice disparue. Alors, laissez-moi vous parler déjà d'une épice miraculeuse que tout le monde croyait disparue. Et son nom, c'est le silphium, qui est issu d'une plante à fleurs jaunes venue de Libye, qui a été très prisée pendant l'Antiquité grecque et romaine. Et à l'époque, on utilisait son sucre, donc le liquide qui se trouve dans la tige, pour fabriquer un médicament. D'ailleurs, selon les médecins de l'Antiquité, elle était capable de soigner toutes les maladies. Sauf qu'en vrai, elle était surtout utilisée en cuisine, notamment chez les riches. Et on mélangeait alors le sucre de la plante avec de la farine pour en faire une poudre pour assaisonner les plats. Et cette épice est très vite devenue un mets de luxe car la plante avec laquelle on la fabriquait venait de loin et elle était quand même assez rare. Et apparemment cette plante ne se trouvait que sous une forme sauvage et personne n'avait réussi à la cultiver. Du coup lors de l'Antiquité, lorsque Jules César arrive au pouvoir, il s'empare du trésor public enfermé dans un temple appelé Aerarium parce que c'est là que sont conservées les finances et les objets importants de l'Empire. Et dedans il aurait trouvé 500 kilos de silphium bien caché, en sachant quand même qu'à l'époque l'épice était tellement rare qu'elle avait à peu près la même valeur que l'argent. Mais le problème, c'est que les marchands venus de Libye ont flairé le bon coup et ils se sont mis alors à rapporter beaucoup de plantes pour faire du silphium. C'est bien qu'en fait le silphium, donc cette plante sauvage, à force d'être surexploitée, eh bien elle a fini tout simplement par disparaître. Là, des siècles ont passé et au Moyen-Âge et jusqu'à nos jours, beaucoup de botanistes ont essayé de retrouver cette fameuse plante. D'ailleurs récemment, un botaniste turc du nom de Mahmoud Miski aurait identifié une plante qui pourrait être à l'origine du silphium, c'était la Ferula drudeana. Apparemment, ça pourrait correspondre avec cette plante dans les textes antiques. Sauf qu'en vrai, on n'a jamais véritablement retrouvé de traces de silphium. Donc il est probable que cette plante miraculeuse ait disparu à tout jamais. Le plus vieux fromage du monde. Bon, si vous êtes amateur de fromage, vous savez que certains fromages peuvent être affinés pendant des mois, voire des années. Par exemple, on peut laisser maturer du comté jusqu'à 2 ans pour lui donner un goût encore plus marqué. Mais je suis pas sûr que vous pourriez par contre goûter au fromage dont je vais parler. Parce que tout se passe au niveau du bassin de Tarim en Chine. Et c'est là, sur le site de Xiao, que des archéologues ont découvert des traces d'un cimetière très ancien qui date de l'Antiquité. Et là, on a retrouvé des momies qui dateraient d'environ 3500 ans. Sauf que autour de leur cou, elles présentaient des colliers
avec des sortes de petits morceaux jaunâtres en forme de chou-fleur. Et là, en analysant des échantillons de ces petits morceaux, des scientifiques ont découvert qu'il s'agissait en vrai de morceaux de fromage. Plus précisément, ils ont découvert la présence de bactéries qu'on utilise pour fabriquer du kéfir, qui est en fait une boisson fermentée à base de lait, un peu comme du yaourt liquide. Une fois qu'elle est filtrée, cette boisson peut aussi servir à fabriquer du fromage frais que l'on peut ensuite laisser durcir. Et du coup, les chercheurs ont découvert le fromage le plus ancien du monde. D'ailleurs, des études ont montré que certains peuples anciens digéraient souvent mal le lait, un peu comme les Asiatiques aujourd'hui qui ont un petit peu de mal avec le lactose. Et justement, il se trouve que ce fromage antique était peut-être plus facile à digérer pour nos ancêtres parce qu'il y avait moins de lactose dedans. Les premières pâtes de l'histoire. Alors bon, les pâtes, pasta, tout ça, c'est un grand classique. Le monde entier en bouffe sous toutes ses formes, mais si je vous demande d'où viennent les pâtes, là vous allez me dire, ok, let's go Italie, tout ça, on adore quoi. Et là c'est normal parce que c'est le pays qui en consomme le plus au monde. Sauf que les Italiens n'ont pas inventé les pâtes. Et là, peut-être vous le savez ou pas en fait, mais il y a une légende qui dit que Marco Polo, notre célèbre explorateur italien, aurait rapporté les pâtes en Italie en faisant des voyages en Chine. Sauf que tout ça, c'est une légende. Mais néanmoins, en 2005, c'est quand même en Chine qu'on a retrouvé le plat le plus ancien de nouilles qui daterait de 4000 ans. Et les nouilles chinoises, elles mesuraient 50 cm et elles ressemblaient à des spaghettis. Mais elles étaient faites avec du millet et pas du blé. En gros, c'est une autre céréale. De l'autre côté, on a aussi retrouvé la plus ancienne trace de recette de pâtes dans des écrits mésopotamiens qui date de 1700 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Mésopotamie, la culture du blé, elle existe depuis 8000 ans. Et donc, on peut imaginer que les pâtes ont pu exister là-bas depuis très très longtemps. En tout cas, on a retrouvé des pâtes en Mésopotamie, sauf que là-bas, elles étaient râpées et elles ressemblaient plutôt à des spätzle qu'on retrouve en Alsace, vous savez, avec cette forme-là. Et ce n'est que plus tard que les populations nomades arabes et nord-africaines vont se mettre à rouler les pâtes en tubes pour les faire sécher rapidement et pouvoir alors mieux les conserver. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, cette façon de faire des pâtes va débarquer en Sicile et va se propager au reste de l'Italie en parallèle des pâtes fraîches connues depuis l'Antiquité. En conclusion, personne n'a vraiment inventé les pâtes, elles ont juste existé dès l'Antiquité à plein d'endroits différents. Les biberons préhistoriques. Bon, si je vous parle de biberon préhistorique, vous allez trouver ça bizarre. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui cloche. Là, vous allez me dire, mais il n'y a pas besoin de biberon à l'époque, quoi. Juste à ce que les bébés, ils têtent leur mère et c'est réglé. Mais d'ailleurs, vous avez raison, c'est ce qui se faisait à l'époque. Sauf que quand nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, qui étaient nomades, qui se déplaçaient tout le temps, ils ont décidé de se fixer à un endroit, donc de se sédentariser, c'est parce qu'ils ont découvert l'élevage et l'agriculture. Ils n'avaient plus besoin de chasser sans arrêt s'ils pouvaient faire en sorte que leur bouffe soit au niveau de leurs pieds. Et ça a permis d'augmenter l'espérance de vie et la natalité. Sauf qu'en augmentant la natalité, la période entre deux naissances était plus réduite. Là, les parents préhistoriques devaient donc, c'est-à-dire du coup leur fournir de la nourriture autre que le lait maternel. Et donc là, l'idée, c'est de compléter l'alimentation des bébés petit à petit avec du lait animal. Et ça, c'est ce que semble prouver la découverte de biberons préhistoriques. Parce qu'il y a quelques années, des archéologues ont découvert dans des poteries préhistoriques des traces de matière grasse issue de lait d'origine animale. En fait, c'était des petits récipients en céramique avec un bec verseur et qui pouvaient tenir dans la main d'un bébé. Donc c'était vraiment tout petit. Et ce qui est assez fou, c'est que ces objets, ils étaient présents dans les tombes d'enfants âgés de 1 à 6 ans. Ce qui peut confirmer donc que ça servait à ces petits enfants à boire du lait par eux-mêmes. Des algues au menu préhistorique. Alors si vous allez au Japon ou en Chine, vous aurez l'occasion de manger des algues. D'ailleurs au Japon, l'algue kombu, c'est l'un des incontournables de la définition du goût umami. Alors le umami, je rappelle, c'est le nom donné au 5e goût, après le salé, sucré, amer et acide. Mais bon, globalement en Europe, la consommation d'algues, elle est assez rare. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, récemment, des chercheurs ont étudié des échantillons de plaques dentaires qui provenaient d'individus qui vivaient en Écosse, en Espagne ou même en Lituanie entre 2000 et 8000 ans. Et pour la moitié de ces corps, on a retrouvé des traces d'algues marines et d'eau douce, ainsi que d'autres plantes aquatiques. C'est assez fou parce qu'en fait, on pensait à l'époque que les algues, elles servaient surtout à emballer des aliments ou même comme engrais ou combustible. Sauf que cette étude montre que, en tout cas en Europe, on consommait des algues pour l'alimentation. Et il est possible que les hommes préhistoriques européens aient mangé du coup des algues car elles étaient abondantes avec une croissance assez rapide. En plus, ça paraît bête, mais les algues, c'est bourré de vitamines et de minéraux. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, il n'y a pas besoin d'aller en Asie pour en bouffer. Par exemple, en Bretagne, de nombreuses entreprises se sont lancées dans la production d'algues comestibles ces dernières années. Donc est-ce que c'est un aliment du futur? Ça je ne sais pas, mais très clairement c'est un aliment de la préhistoire.
Et bien voilà, on est presque à la fin de notre voyage dans le temps sur l'alimentation. C'est quand même fou de voir tous ces plats de tous les jours qui ont une origine assez folle quand même. J'espère en tout cas que ça vous a pas donné trop faim. Si vous avez un plat que vous préférez, dites-le moi en commentaire. Et avant de se quitter, eh bien saviez-vous qu'une étude aurait montré que manger 2 kiwis en soirée pouvait améliorer la qualité du sommeil? En fait, apparemment ce serait lié à la présence dans le kiwi de molécules qui activeraient chez nous la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Et quand on sait qu'un bon sommeil correspond aussi à des rêves agréables, si ça se trouve, manger du kiwi ça peut provoquer des beaux rêves. Un petit peu comme finalement ceux qu'on retrouve dans ma saga Noisuli qui sortira très prochainement. Bon appétit! Burger.